Rebonjour à tous, on poursuit nos interviews sur Studio Télé de Talent for Finance, le salon dédié aux carrières dans la finance. Et on vous propose tout de suite de revenir sur le parcours d'un family officer, Guillaume Lucchini. Bienvenue. Bonjour Ludivine. Bonjour. Vous êtes fondateur et vous président du multi-family office Scala Patrimoine. Alors peut-être une première question avant de revoir votre parcours. C'est quoi un multi-family office ? Alors, un multifamily office, c'est un cabinet de conseil qui va accompagner des familles, comme son nom l'indique, dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine. Ce qui fait la grosse différence avec le conseiller en gestion de patrimoine, c'est que le multifamily office a un statut qui l'oblige à être indépendant financièrement et donc du coup être rémunéré aux honoraires. Donc une transparence totale dans l'accompagnement et non conflictée. Un vrai partenaire pour sa gestion, la gestion de patrimoine, de son patrimoine. Revenons sur votre parcours pour comprendre, pour les jeunes diplômés qui nous regardent, quelle est votre formation à la base ? Alors même si je ne suis pas très vieux, j'ai fait du droit avec une double licence droit public, droit privé, oui. Un master en droit des affaires et un master 2 en propriété intellectuelle et en fiscalité. Et en fait, à l'époque où j'ai fait mon droit, il n'existait pas encore cette notion de gestion de patrimoine. C'est-à-dire que vous étiez soit avocat fiscaliste, soit vous étiez avocat en droit de l'immobilier, soit vous étiez notaire, mais il n'y avait pas cette notion de métier de gestionnaire de patrimoine, en tout cas comme on l'entend aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous êtes venu un peu par hasard à ce métier-là ? Complètement sur le tas. Moi, j'ai débuté ma carrière en sortant de la faculté de droit par des stages en cabinet d'avocat. Après, j'ai travaillé pour des agents d'affaires internationaux, notamment dans le secteur de l'art, de la musique, de l'artistique, puisque j'ai accompagné autant des collectionneurs d'art sur des sujets transfrontaliers, j'ai accompagné des danseurs à l'Opéra de Paris, j'ai accompagné différents artistes. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné... En tant qu'agent, donc ? Oui, alors j'avais une multitude de casquettes d'ailleurs, un peu comme dans mon métier aujourd'hui, on peut peut-être retrouver une certaine similarité. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais le conseil sur la partie juridique pour certains, j'étais le conseil sur l'image pour d'autres, donc un rôle plus d'attaché de presse. Après, j'étais le conseil sur le volet fiscal. Donc en fait, j'ai touché un peu tout sans savoir qu'à un moment donné, on allait parler finalement de gestion de patrimoine au sens d'aujourd'hui, quoi. Et à quel moment, justement, êtes-vous arrivé à ce métier, plus d'agent, mais cette fois-ci de gérant de patrimoine ? Comment ça s'est fait ? Complètement par hasard. C'est là où on vous dit que le droit peut mener à tout. Oui, la preuve. Ça, c'est vrai, puisque même si j'avais cette envie, effectivement, à un moment donné, de faire rattacher mon métier avec la musique, qui est pour moi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai commencé à œuvrer finalement dans le domaine artistique, toujours avec cette touche de droit. Et puis, en fait, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que j'ai été recruté par un groupe qui s'appelle Primonial, à l'époque où ce groupe a fait différentes acquisitions, dont une structure qui était dédiée aux sportifs de haut niveau, qui s'appelait Sport Invest. Et le fondateur, Patrick Petitjean, effectivement, m'a recruté pour finalement intégrer une structure qui était à l'époque un conseiller en gestion de patrimoine au sens indépendant, capitalistiquement parlant, c'est-à-dire indépendant des banques. Pour aider justement les sportifs de haut niveau à gérer leur patrimoine. Oui, cette structure, en fait, à l'époque, ce groupe s'était construit par croissance externe. Donc, la politique de son fondateur était assez intéressante. Il partait du principe qu'il n'y avait pas un métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il y avait des besoins qui étaient différents, puisqu'en fonction de la typologie de clients, en fonction des besoins, on n'avait pas du tout les mêmes besoins en termes d'accompagnement et donc en termes de structure. Et en fait, ce groupe s'était construit justement dans cette velléité-là, finalement, d'accompagner par différentes entités des typologies de clients différents. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'on a appelé finalement la gestion de patrimoine, ce qui m'a fait d'ailleurs un peu peur, parce que quand je suis arrivé dans ce métier, tout le monde employait le terme conseil en gestion de patrimoine. Moi, venant du monde du droit, conseil, ça reflétait cette notion d'indépendance, de non-conflit d'intérêts, d'honoraires et de valeur ajoutée. Et finalement, c'est là où je me suis rendu compte que ce métier, comme on l'entendait depuis plusieurs années, qui s'était construit finalement à côté des banques, puisque justement un peu en relais indépendant capitalistiquement parlant, finalement utiliser ce terme-là alors que la pratique était rémunérée par la vente de produits. Et c'est là où ça m'a un peu choqué, et c'est là où je me suis dit très vite, puisque finalement j'ai fait un espèce de passage éclair qui m'a permis de voir ce que c'était que le métier de la gestion de patrimoine comme on l'entendait en France, même si moi finalement j'y avais déjà touché, mais c'est juste que ça s'appelait pas gestion de patrimoine, c'était de la fiscalité, c'était de l'immobilier, c'était de l'international. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai besoin parce que on voyait que du côté des acteurs traditionnels type bancaire, il y avait finalement une érosion de cette notion de conseil, donc sur des enjeux qui touchaient pas que l'aspect purement financier du terme.
Et puis surtout, on sentait qu'il y avait un vrai besoin, en tout cas dans le cadre juridique et réglementaire français, de transparence, d'accompagnement à 360. Et les personnes qui étaient finalement les plus impactées par cela, c'était les chefs d'entreprise et toutes les personnes à un certain niveau de revenu. Et donc dès 2014, quand j'ai décidé de monter ma structure, à l'époque j'avais tout juste 30 ans, j'avais cette volonté finalement de répliquer le modèle des cabinets de conseil que je connaissais, le cabinet d'avocats, avec une équipe pluridisciplinaire, avec des gens qu'on recrute sur une vraie valeur ajoutée, qui sont des techniciens, pour apporter finalement un niveau de service à 360 à destination d'une clientèle effectivement qui cherchait un point finalement d'ancrage et quelqu'un surtout qui allait les accompagner en ayant cette certitude que le conseil ne serait pas finalement impacté par un quelconque conflit d'intérêts de par cette rémunération transparente et aux honoraires. Ce sont vos clients qui vous rémunèrent et vous n'êtes pas rémunéré par des intermédiaires parce que vous faites la promotion de certains produits. C'est une approche éthique, c'est une approche aussi d'entrepreneur. On l'a compris, on peut être conseiller. Alors vous êtes family officer, on peut accompagner des familles en travaillant dans des banques privées ou en indépendant. Ce qui signifie en indépendant, il faut quand même avoir l'esprit d'entrepreneuriat, non ? Oui, et je pense que c'est ça qui est top dans ce métier. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, le métier de conseiller, c'est un conseiller d'indépendant, mais au sens indépendant, au sens libéral du terme. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand vous regardez finalement les chiffres qui nous sont reportés par les différentes associations professionnelles, aujourd'hui, une majorité de petits cabinets. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne finalement comme une profession libérale qui aurait son cabinet, le chirurgien dentiste, l'avocat, le kiné, souvent en couple avec une assistante, mais en tout cas petite boutique. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours animé, alors c'est peut-être ma passion pour les Lego petits, mais c'est cette notion effectivement de développement et puis surtout cet esprit de me dire j'ai envie que le client, je lui apporte l'intégralité des services dont il a besoin. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant dans notre métier, et moi ce qui m'a passionné dès le début, c'est un peu comme le droit, c'est-à-dire qu'en fait le droit, ça touche à tout, c'est toute votre vie. Dans ce que vous consommez, il y a le droit de la consommation, dans l'immobilier, il y a le droit de l'immobilier. Donc en fait, il y a le droit et finalement va vous impacter toute votre vie sans que vous forcément vous le sachiez. Bien sûr. Et en fait, le métier de la gestion de patrimoine, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on prend un peu de recul, la gestion de patrimoine, c'est quoi ? Ça a été très arrêté finalement sur cette notion de gestion financière. Pourquoi ? Parce que le prisme, c'était le produit financier, le produit d'investissement. Sauf que nous, en ayant une vision venant du juridique, c'est plutôt d'abord par la structuration. Les premières questions que je pose très souvent à mes clients, c'est pas quelle est la rentabilité que vous voulez, quel est l'objectif, mais quels sont les moyens que vous allez y associer et surtout, qu'est-ce qui va vous toucher personnellement si demain il vous arrive quelque chose ? Et en fait, les gens oublient que la gestion de patrimoine, c'est déjà s'assurer sur sa tête, c'est faire en sorte que vos revenus puissent continuer d'exister, que vos enfants aient la capacité de faire leurs études dans de bonnes conditions, etc., etc. Donc en fait, notre métier, il est plus proche, à mon sens, du droit, sur cette notion de réflexion, de structuration, d'organisation, avec en plus une temporalité qui va énormément changer, puisque votre vie d'aujourd'hui ne sera pas forcément votre vie de demain. Ni les besoins. Vous avez des enfants qui vont grandir, vous allez avoir des sujets peut-être du côté de vos ascendants d'accompagnement, de fin de vie. Enfin voilà, il y a une multitude de choses qui vont vous toucher et sur lequel à un moment donné, quand vous travaillez au quotidien, vous n'avez pas forcément la tête à penser à toutes ces choses-là. Et notre objectif à nous, en tant que cabinet de conseil, qui est finalement une société de service, on reste une société de service, c'est de mettre à disposition auprès de cette clientèle-là toutes les compétences en interne et le réseau à l'externe pour pouvoir les accompagner sur tout ce qui va toucher de près ou de loin finalement cette notion de gestion de patrimoine. C'est passionnant. Peut-être dernière question, parce que Scala Patrimoine est né en 2014, mais a fait un long chemin depuis, un grand chemin, puisque ce Family Office est désormais présent à Genève et à Marseille. On est sur un salon qui parle carrière, qui parle recrutement. Vous recrutez ? Oui, alors nous, déjà 2 points. Je pense que les gens aujourd'hui qui s'intéressent à la gestion de patrimoine, il y a une autoroute. Il y a une autoroute, pourquoi ? Parce que on sent qu'on est en France dans un cadre fiscal qui est compliqué. Tous les ans, ça change. Tous les ans, vous avez des nouvelles réformes. Tous les ans, vous avez de nouvelles réglementations. Soit c'est des réglementations françaises, soit c'est des réglementations européennes ou internationales. Donc, en fait, votre vie va être rythmée par des changements en tant que, finalement, bénéficiaire d'un conseil. Donc,
aujourd'hui, ce métier de gestionnaire de patrimoine, il va être d'autant plus important, mais il va falloir finalement le réfléchir à la lueur de tout ce qui se passe aussi dans le monde, à travers notamment la transformation qu'on a côté digital, intelligence artificielle. Donc à mon sens, aujourd'hui, ce métier, il va plus se rapprocher de ce que fait un family office, c'est-à-dire d'accompagner les clients, de réfléchir à leur côté, d'organiser, de structurer. Ça sera plus juste j'achète un produit sur une étagère. Pourquoi ? Parce que ça, l'intelligence artificielle commence à le faire. On a besoin de personne, on n'a pas besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine pour aujourd'hui acheter un fonds indiciel sur un compte titre avec Revolut. Ce qui signifie que le client pourra avoir peut-être une fortune moins importante pour avoir accès au family office ou... Je pense qu'en fait, cette notion de fortune, il faut la décorréler du besoin en gestion de patrimoine. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Quand vous vendez votre boîte, que vous allez voir un avocat fiscaliste, que cette société vale 100 000, 1 million, 10 millions ou 100 millions, l'avocat sera en mesure de vous accompagner et de vous faire poser les bonnes questions et de vous faire réfléchir à vos attentes, à vos besoins et à cette structuration. Et en fait, on a trop restreint finalement la gestion de patrimoine avec cette notion de cash et cette notion de besoin. Vous pouvez très bien ne pas avoir aujourd'hui de cash disponible et pour autant avoir un besoin de structuration. Donc, vous avez besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine, quelqu'un qui va vous aider à organiser et à structurer. C'est pour ça que nous, dans nos métiers, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est, on est plutôt très passionné dans l'accompagnement des entrepreneurs et des sportifs de haut niveau, parce que si on peut arriver le plus tôt possible à leur côté, avant que leur société soit une réussite, avant qu'ils aient le parcours qu'ils aient dans telle ou telle discipline sportive, en fait, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de pédagogie, de les accompagner et surtout d'éviter de faire le pompier. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc pour tous ces jeunes aujourd'hui qui se posent la question de se dire est-ce que la gestion de patrimoine, finalement, c'est quelque chose d'intéressant ? Oui, à 360. Mais la seule question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est est-ce que le métier que vous allez emprunter, c'est vendre un produit ou finalement apporter un accompagnement ? Et c'est là où je pense que cette notion d'indépendance, de transparence, qui était jusqu'à présent occultée, pourquoi ? Parce que tout le monde a intérêt à ce que les frais soient cachés, à ce que vous viviez grassement sur ces sujets-là. En fait, je pense qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de jeunes qui vont prendre ce pari de se dire moi, je veux pratiquer ce métier d'accompagnement, je veux être transparent, je veux que ça soit mon client qui me rémunère, et pour cela, ça nécessite d'apporter une valeur ajoutée. Et donc, ça vient mettre finalement en avant des gens qui vont avoir des très belles compétences, qui vont être très bien formés par les très belles écoles d'aujourd'hui, mais pour pratiquer le métier qu'ils veulent, et pas arriver à top compétences et se dire maintenant vous allez vendre un produit. C'est pas aujourd'hui ce qu'ils recherchent, et je pense qu'aujourd'hui le métier de demain, c'est pas ce qu'on va lui demander de faire. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci Divine. À bientôt. À bientôt.